Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité, bien mal acquis, Aïda Ndiongue blanchi par la CREI. La Cour de répression de l'enrichissement illicite a accordé un non-lieu à l'ancienne sénatrice libérale. Son avocat se félicite de la décision de cette juridiction spéciale. À Pékesse, la tension est vive entre des paysans et le maire de la commune. Ce dernier est accusé d'avoir bradé les terres à cause d'un projet de lotissement. Accusation rejetée par le mis en cause. Agriculture, les paysans de Niakhar jugent catastrophique la campagne de commercialisation arachidière, un produit qu'ils ont du mal à écouler. Les acheteurs se font toujours désirer. Le Dakar-Bamako ferroviaire bientôt sur de bons rails. Le ministre des Infrastructures annonce la bonne nouvelle aux cheminots de Thiès. Abdoulaye Daouda Diallo donne un délai de 4 mois pour le démarrage des travaux de réhabilitation du chemin de fer. C'est une importante victoire judiciaire pour Aïda Ndiongue. La Cour de l'enrichissement illicite lui a accordé un non-lieu. Un de ses avocats, Maître Seydou Diagne, se félicite de cette décision. Pour rappel, Aïda Ndiongue était poursuivi pour enrichissement illicite portant sur une somme de 47 milliards de francs CFA. Nous ne manquerons pas de suivre les éclairages de Maître Seydou Diagne. L'élément est bon. Nous l'écoutons donc au micro de Ibrahim Kane. Ce n'est pas tous les jours que pour un dossier d'une accusation de 47 milliards pour enrichissement illicite et corruption, que notre cause soit entendue et que la justice sénégalaise nous donne raison. Donc on s'en félicite et c'est l'occasion aussi de rappeler pour cette fois-ci dans ce dossier le courage et l'indépendance de tous les magistrats de la CREI, que ce soit les magistrats de la juridiction d'instruction ou les magistrats qui sont au parquet spécial. C'est vraiment une décision qui honore la justice sénégalaise et c'est ce que nous espérons tous les jours et dans tous les dossiers, de voir qu'on a une démocratie, un état de droit qui fonctionne et que c'est le droit qui en fin de compte, peut départager des parties qui sont dans un procès ou dans une procédure. Lui, il a été jugé et condamné par cette même cour. Il s'agit de Karim Wade qui décline ses ambitions présidentielles par voie épistolaire lors d'un colloque ici à Dakar. Une sortie du fils de l'ancien président Abdoulaye Wade qui réconforte les membres du Parti démocratique sénégalais. Seulement, le journaliste Mamadou Thior l'invite à régler d'abord ses problèmes judiciaires. Nous suivons le reportage de Cheikh Diop, les images Abdoulaye Diallo. Le Parti démocratique sénégalais persiste et signe. Karim Meïssa Wade reste son candidat. Wade fils a décliné son projet politique lors du colloque international de la paix. Oui, je réaffirme la candidature du frère Karim Meïssa Wade comme candidat à l'élection présidentielle 2019 pour le compte du Parti démocratique sénégalais. Nous avions, dans un passé récent, tenu un congrès d'investiture. Il en a été investi. Une équation soulevée par le politologue, l'antécédent judiciaire du fils de l'ancien président de la République. Son éligibilité reste encore à débattre. Karim Meïssa Wade doit régler deux problèmes quant à sa candidature supposée ou réelle en direction de l'élection présidentielle de 2019. Le premier problème qu'il doit régler, c'est le fait que dans la tête de beaucoup de Sénégalais, les gens commencent à être dubitatifs quant à sa candidature réelle. Parce que vous le savez, depuis 2016, il a quitté ce pays-là et bientôt, il va boucler 2 ans sans avoir remis les pieds au Sénégal. Pour quelqu'un qui a des ambitions présidentielles, ça pose problème. Très prochainement, vous serez informés, vous la presse, vous aurez la primeur de la descente du candidat Karim Meïssa Wade au Sénégal. Ce n'est qu'une question de jour maintenant. Je dis bien une question de jour. Alors... La candidature de Karim Meïssa Wade aux prochaines échéances fait encore parler. Pour le PDS, tout sera clair d'ici peu de temps.
Je vous le disais également en titre, à Pékesse, les populations s'opposent au projet de lotissement de la ville initié par le maire lui-même. Il l'accuse d'avoir bradé les terres des paysans. Le mis en cause répond et dénonce les agissements de ces paysans. Nous suivons le reportage de Cheikh Anta Diop et Seylatir. Arborant des brassards rouges, des jeunes et des femmes de Pékesse ont battu le macadam. La procession est partie de la place de Yandaken. À travers cette marche, les populations ont dénoncé le projet de lotissement du maire. Elles disent que le maire est en train de brader les terres des paysans. Le maire nous a fourni une délibération parlant de modernisation. À lieu de place, nous avons constaté une anarchie. Le maire affecte des cantines là où il veut, à qui il veut. Il n'y a pas de plan d'occupation précisant le nombre et la délimitation des cantines. En plus de cela, les propriétaires concernés par ce projet de lotissement n'ont pas été informés de la désaffectation de leurs champs. Nous nous sommes engagés et nous ne ménageons aucun moyen légal pour le moment pour lutter contre ce bradage au sein du marché et contre ce projet de lotissement. Nous demandons aux autorités compétentes de mettre un terme à cette anarchie. Il faut que la lumière soit faite sur ces questions, selon les marcheurs interpellés, le maire de Pékesse. C'est archi faux. Tu ne trouveras aucun propriétaire de champ qui ne dit qu'il n'est pas informé. Ils ont amené des demandes de parcelles. C'est notre devoir d'essayer de satisfaire les demandes des populations. Tout ça, c'est des pièces de carte d'identité, les demandes de parcelles. Voici les plans de morcellement, de lotissement, approuvés, numérotés par le secrétaire général du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? C'est des politiques. Ces jeunes de Pékesse campent sur leur position. Ils comptent engager la bataille jusqu'au bout pour lutter contre ce lotissement. L'insécurité gagne du terrain à Thiel, c'est dans le département de Linguère. Les populations, pour régler ce problème, ont invité les autorités à leur construire une brigade de gendarmerie, mais également l'électrification de la localité. Nous suivons le porte-parole des populations de Thiel. Il s'appelle Vieux Gueye, au micro de Modombaye. Depuis la création de Thiel en 1976, Thiel a été créée commune jusqu'à la nouvelle acte de la décentralisation 2012. Thiel n'a pas encore eu d'électricité. Nous sommes très fatigués, on est marre. Encore, nous réclamons aussi une poste de gendarmerie pour sécuriser nos biens et la population de Thiel. Le CEM de Thiel, depuis 2010, a été créé. Rien n'a été fait. Seules les deux personnes, ils ont construit 2 salles de classe pour la commune de Thiel. Vraiment, nous sommes très fatigués. Nous sommes très fatigués. Nous aussi, Macky Sall, c'est un policier, nous sommes déplorés. Il veut vraiment avoir un deuxième mandat. Nous sommes prêts vraiment à battre pour que nous électrifier le Thiel. Nous sommes vraiment fatigués pour plonger dans le noir de la commune de Thiel. Sinon, une fois qu'on n'a pas encore eu d'électricité de Thiel, nous, on va boycotter les élections. Crise scolaire, le ministre de l'Éducation nationale demande aux enseignants d'adopter une attitude responsable et d'arrêter la grève. Serigne Mbaye Thiam estime que le gouvernement est ouvert au dialogue. Il a aussi ajouté que la plupart des revendications ont été satisfaites. Le ministre s'exprimait à Mbour en marge du lancement de l'application de la programmation et du suivi des infrastructures. Nous l'écoutons au micro de nos correspondants à Mbour, Abdourahmane Diallo et Modou Diop. Malgré les plans d'action qui sont déroulés, le dialogue n'a jamais été rompu entre le gouvernement et les organisations syndicales. Nous continuons à discuter sur les questions pour prendre en compte leurs préoccupations. Mais j'ai indiqué aux organisations syndicales lors de la dernière rencontre que j'ai eue avec eux, je crois que c'était le 20 février, que à mon sens, dans le cadre du partenariat et de l'intérêt des élèves et de l'école sénégalaise, si le gouvernement s'est mobilisé autour du Premier ministre pour les recevoir pendant 10 heures de temps, discuter avec ces organisations, l'attitude la plus responsable à l'issue de cette rencontre, à mon sens, c'était de suspendre la grève et de faire des contre-propositions. Aujourd'hui, le gouvernement, pour la question
qui préoccupe beaucoup les organisations syndicales, qui est la question de l'indemnité de logement. Le gouvernement a fait une proposition d'une dotation de 12 milliards de francs CFA. Je peux comprendre qu'une organisation ne soit pas satisfaite, mais l'attitude pour moi la plus responsable en ce moment-là, c'est de dire nous faisons telle contre-proposition pour qu'on en discute. Pendant qu'on discute, on suspend la grève, on tient compte de l'intérêt des parents, de l'intérêt des élèves, on suspend la grève en continuant les discussions. La coordination nationale des étudiants du Sénégal met en garde le gouvernement contre les retards notés dans le paiement des bourses mais aussi des subventions. L'organisation qui réunit les étudiants des différentes universités publiques du Sénégal a également dénoncé les agissements des opérateurs de transfert d'argent. Nous écoutons leur porte-parole Jeanne Gomis au micro de nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck. Nous tenons à faire ce point de presse pour attirer l'opinion et le peuple sénégalais face aux difficiles situations auxquelles les étudiants sont confrontés. Aujourd'hui, nous déplorons le fait que le paiement des bourses ne se fait pas à temps et nous n'allons plus tolérer le fait que les bourses dépassent le 5 de chaque mois. Nous avons constaté que dans toutes les universités, les étudiants n'ont pas accès à leur carte GAP. Les paiements se font par Wari et Wizall et nous avons constaté que les bourses des étudiants sont arnaquées par des agents et que le paiement des bourses n'est plus sécurisé. Ce qu'aujourd'hui nous exigeons, c'est que la livraison des cartes GAP se fasse pour tous les étudiants. Nous nous insurgeons aussi contre le fait que les accompagnements et les subventions des étudiants ne sont jusqu'à présent pas donnés aux ayants droit. Nous ne pouvons pas admettre que dans une université où on prône la recherche, où on prône l'innovation, que depuis des années les étudiants restent jusqu'à présent sans avoir la bourse. La coordination nationale des étudiants du Sénégal a statué sur des points. Même à l'UCAD, au niveau de la faculté de médecine, on note un retard des trousses dentaires. Et nous n'hésiterons pas aussi à exiger que les autorités fassent une rencontre, un forum national pour revoir la situation pédagogique. Les paysans de Niakhar dans la région de Fatick, pas du tout satisfaits de la campagne de commercialisation arachidière. Ils n'arrivent toujours pas à écouler leurs produits faute d'avoir trouvé des acheteurs. Au même moment, leurs collègues de Ndiagana ont reçu du matériel agricole pour préparer la prochaine campagne. Abdourahmane Diallo, Modou Gueye. Quelques mois après le démarrage de la campagne de commercialisation agricole, les paysans de Niakhar jugent cette campagne. Beaucoup d'entre eux peinent à trouver d'acheteurs, mais aussi ils pensent que le prix du kilogramme d'arachide fixé par les autorités est minime. Imagine tous les problèmes que tu rencontres pour cultiver et à la fin, tu ne vois pas de clients. Il y a beaucoup d'arachides non vendus ici, donc on est obligé de les garder et ils risquent de se gâter. En plus, si le kilogramme était fixé à 250 francs ou 300, ça allait nous arranger. Parfois, tu peux marcher des kilomètres pour se rendre au site de vente. On te dit qu'il n'y a pas d'argent, tu es obligé de rentrer avec tes arachides. Dans cette localité, les paysans rencontrent d'autres difficultés. Ils ont besoin d'engrais et de matériel agricole. On n'a pas de matériel ou même des animaux pour labourer la terre. Donc c'est un problème ça. Et parfois aussi, on n'a pas d'engrais. Donc le vrai problème dans cette localité, c'est le manque d'engrais et de machines. Et si on avait ça, là, on n'aura pas de problème pour cultiver. Au même moment, à Ndiaganyao, des paysans, eux, ont reçu du matériel et autres. Certes, la campagne de commercialisation d'arachide démarre mal et les paysans sont unanimes. Cette année, la pluie a bien arrosé les terres. Agriculture, toujours le riz de la vallée, le riz importé plutôt renferme beaucoup de déchets. C'est un constat du directeur scientifique de l'Institut sénégalais de recherche agricole. Pour le docteur El Hadj Traoré, il n'y a pas mieux que le riz local pour le bien-être des populations. L'expert indique que l'ISRA a initié d'autres recherches pour permettre aux populations de mieux connaître les vertus des produits locaux. Vous avez suivi dans nos éditions à Wolof le directeur
directeur donc de l'ISRA au micro de Abdourahmane Diallo. Toujours, les producteurs du riz local restent optimistes quant à l'avenir du produit, de plus en plus consommé ici au Sénégal. Ils l'ont fait savoir à Paris lors de la clôture du Salon international de l'agriculture qui s'est achevé hier donc dans la capitale française, ce qui malheureusement n'est pas le cas pour les producteurs de la pomme de terre de Kayar. Nous suivons la correspondance de Ibrahima Kamara. Les producteurs sénégalais venus de Kayar se préoccupent de la conservation et de la commercialisation de la pomme de terre locale. Nos agriculteurs ont fait des efforts de produire en quantité de plusieurs milliers de tonnes de pommes de terre. Mais malheureusement, après les récoltes, les pommes de terre ne peuvent pas être conservées. Et ainsi, il y a un problème d'écoulement qui se pose. Certes, l'État a fait des efforts pour arrêter l'importation de pommes de terre, mais malheureusement, ça ne suffit pas. On aimerait quand même que l'État continue à accompagner les producteurs des Niayes, en particulier ceux de Kayar. Des spécialistes français prêts à résoudre le problème de ces producteurs de pommes de terre. Donc, mon métier, c'est de venir avec des partenaires français, des filières professionnelles, la pomme de terre, la tomate, d'autres fruits et légumes, pour venir aider, voir ce qu'on peut faire avec vous pour structurer, faciliter, augmenter la production et aller vers des schémas d'auto-indépendance alimentaire. C'est l'enjeu fondamental dans les 20 prochaines années. Par ailleurs, les jeunes producteurs de riz venus de la vallée du fleuve Sénégal gardent espoir pour atteindre l'autosuffisance en riz. Nous pensons pouvoir atteindre l'autosuffisance en riz au Sénégal durant l'année prochaine, c'est-à-dire en 2019. Nous avons bon espoir que ça se passera très très bien. Le thème de la journée du Sénégal dans cette 55e édition du Salon international de l'agriculture est les acquis du Sénégal et les perspectives d'avenir. Les travaux de réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako ferroviaire vont démarrer dans 4 mois. C'est une annonce du ministre des Infrastructures. Abdoulaye Daouda Diallo était ce matin à Thiès pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Les chemins de fer également qui ont reçu des pièces de rechange pour la réparation des locomotives. Cheranto Diop, c'est la tire. Dakar-Bamako ferroviaire, les cheminots sont en activité au niveau des différents ateliers. Le Sénégal et le Mali ont financé l'acquisition de pièces de rechange d'un coût global de près de 500 millions de francs CFA. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement était venu à Thiès pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Locomotives sont réhabilitées ici. Je confirme justement que le chef de l'État lui-même viendra constater et de viser ce qui est fait et en même temps travailler à la relance bien évidemment donc de ce secteur-là. Une entreprise qui est installée au Sénégal, notamment Dangote, ils ont été autorisés à réhabiliter aussi 2 grandes machines et plus bien évidemment je crois une centaine effectivement donc de wagons à réhabiliter. Donc la situation sera maîtrisée à partir de cet instant. Les délais, c'est dans les 3 mois à venir, 4 mois maximum. Le ministre annonce que le chef de l'État, Macky Sall, travaille à une relance définitive du chemin de fer. Le chef de l'État a décidé justement donc de confier l'exploitation, l'activité ferroviaire de façon générale à de grands opérateurs qui devront mettre ce qu'il faut. Et justement à ce niveau-là pour quand même avoir définitivement un rail quand même qui répondra aux normes. Mambay Tonkara, syndicaliste, se félicite de cette belle initiative. L'espoir nous est permis aujourd'hui, après 14 longues années d'incertitude, de contre-performance, des années de chaos causées par une concession initiée par le régime précédent, de croire à une véritable relance des chemins de fer du Sénégal. Les retraités de Extensrail et les cheminots en activité ont réservé un accueil chaleureux au ministre des Infrastructures. Collectivité locale maintenant, l'association des maires du Sénégal demande au chef de l'État d'octroyer plus de moyens au programme national de développement local qui, selon elle, bat de l'aile. L'AMS en conclave à Kaolack ce week-end s'est également penché sur les difficultés des municipalités. Une occasion pour Alioune Sall et ses collègues maires de revenir également sur le bilan annuel de l'organisation. Ils ont également mis en exergue
les réalisations du gouvernement dans certaines localités comme le PUDC, mais aussi le programme de la CMU, couverture maladie universelle. Nous écoutons le secrétaire général de l'AMS. Il s'appelle Mbaye Dione au micro de Ibrahima Diamé. On reste des questions préoccupantes que rencontrent les maires et les maires que nous sommes et nos communes. D'abord le statut de l'élu local qui va du maire au simple conseil en passant par l'adjoint au maire, la prise en charge des indemnités des élus que nous sommes. Et on module en 2 séances où le bureau s'est réuni avec les maires de la région de Kaolack, mais également en présence du directeur national du PUDC, qui nous a fait un exposé très illustratif de l'état d'avancement de ce programme, qui est une des plus grandes réalisations du président Macky Sall et pour qui nous félicitons pour avoir eu l'ingéniosité, mais également remercions tous les partenaires dont le PNUD qui ont bien voulu accompagner ce programme qui est devenu une référence à travers l'Afrique, parce que nous avons noté que beaucoup de pays africains sont venus s'inspirer du PUDC grâce à son efficacité, mais surtout grâce à l'impact qu'il a dans la vie des Sénégalais. Nous avons lancé également un appel au gouvernement du Sénégal de donner beaucoup plus de moyens aux programmes comme le PNDL, qui aujourd'hui avait fait ses résultats, mais depuis quelques années est en train de battre de l'aile, et nous pensons qu'il peut être un relais important par rapport à l'existant. Trouver plus de moyens et de ressources pour les collectivités locales, c'est l'objectif visé à travers cet atelier de capitalisation qui s'est tenu ce matin à Dakar. Il a réuni des participants venus des pays membres de l'UEMOA, de la Mauritanie, mais aussi de la coopération allemande, des élus locaux qui partagent ainsi leurs expériences pour le bien-être des collectivités locales. Nous suivons le président de l'association de l'Union des élus locaux du Sénégal, Adama Diouf, au micro de Alassane Ba. Nous avons l'obligation de promouvoir le développement à la base avec toutes les parties prenantes. Et le diagnostic a révélé que les moyens ne sont pas encore suffisants. Les élus que nous sommes, nous avons donc l'obligation d'aller chercher ces moyens, copier les bons exemples, partager les bonnes pratiques, avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, dont notamment la coopération allemande, qui est au Sénégal depuis plus d'une vingtaine d'années, qui nous appuie aujourd'hui pour un peu nous aider à rechercher les moyens efficients pour promouvoir le développement à la base. Nous avons vu beaucoup d'expériences dans les pays de l'espace communautaire. L'atelier de ce matin est justement un atelier de partage. Par quel bout nous devons prendre ce problème pour le résoudre? Rassembler plus de moyens et plus de ressources pour nos collectivités territoriales. Beaucoup d'espoir parce que l'État fait beaucoup de choses. Il a beaucoup d'innovations sur le terrain, mais évidemment, c'est ça aussi la recherche, la prospective. Quelle est la meilleure solution possible? Par quel bout il faut prendre les choses pour cibler l'activité majeure? La fiscalité au niveau de notre territoire, les ressources internes, les impôts, la taxe, les patentes. Ça, quelle est la meilleure façon possible pour les recouvrer? Quel est le discours qu'on doit tenir aux citoyens? Parce qu'il y a des obligations de rendre compte, qu'il y a des obligations de résultats en tant que collectivité locale. Quand il y a incompréhension, il faut installer le dialogue. C'est ça le propre. Et je vous ai dit tout à l'heure que la réforme de l'acte 3 de la décentralisation a un paradigme important, c'est la relation entre les acteurs. 2,5%, c'est la contribution de l'économie numérique au taux de croissance du Sénégal en 2016. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'économie numérique. Abdoulaye Bibi Baldé s'attend mieux à même une croissance à 2 chiffres grâce à ce secteur. Il a également estimé que l'État compte un plan stratégique pour mettre en place ce qu'ils appellent le Sénégal numérique 2025, compte rendu de la rencontre qui s'est tenue ce matin à Dakar par Faragning. L'économie numérique, un pilier incontournable pour atteindre l'émergence,
un secteur dynamique qui peut booster le PIB. Elle est aussi une source de création d'emplois, au moins pour arriver à une croissance de 10%. L'économie numérique se porte bien parce que le secteur numérique est globalement dynamique au Sénégal. Ça part au niveau du PIB autour de 8%. Et dans la nouvelle stratégie Sénégal numérique, nous voulons atteindre les 10% à l'horizon 2025, créer plus de 20 000 emplois. Un apport considérable de 2,5% sur la croissance économique en 2016, un secteur à développer pour maximiser les revenus. En 2016, nous avons 8,7% de croissance économique. Cela veut dire que rien qu'avec ce taux, sa contribution est estimée à plus de 2,5% en termes de points de croissance. Donc en termes de poids et en termes de rythme, nous pensons que c'est un secteur auquel il faut prêter une grande attention si on veut réaliser nos marges de croissance souhaitées. Des réformes profondes seront apportées pour l'essor de l'économie numérique afin d'amoindrir les contraintes. C'est les réformes, nous y sommes parce que nous avons engagé et identifié les réformes à mettre en œuvre, notamment l'actualisation du cadre juridique. D'ailleurs, c'est cette présentation qui se faisait tout à l'heure. L'objectif de l'actualisation du cadre juridique, c'est d'avoir un secteur attractif, un secteur ouvert, où il y a la compétition, la concurrence, qui va nous permettre d'avoir des prix abordables. Cet atelier avec la Banque mondiale, un moyen pour implanter l'économie numérique dans les secteurs vitaux du pays pour atteindre l'objectif fixé par l'État Sénégal numérique 2025. La cellule genre du ministère des Infrastructures en léthargie. Partant de ce constat, les responsables de ce département ministériel ont voulu redynamiser cette structure. C'est à travers une série de formations pour mieux maîtriser le concept genre. Nous écoutons la coordonnatrice de cette cellule. Elle s'appelle Maïmouna Mboub, au micro de Maïmouna Ndiaye. On est au lancement. Donc cet atelier sanctionne le lancement des activités de la cellule genre. La cellule existait depuis, mais bon, on n'avait pas d'activité du tout. Donc cet atelier nous permet quand même de démarrer nos activités. Maintenant, ce qu'on va faire après, c'est de faire une mise à jour des points focaux, parce qu'il y en avait déjà au niveau des différentes structures. Il y a des points focaux qui représentent la cellule. Effectivement, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est un renforcement de capacité. Parce qu'on coordonne la cellule, mais quand même, il faut maîtriser les concepts genre. Donc ça, il faut une formation. Il faut une formation pour ça. Une formation sur les concepts genre, une formation sur la budgétisation sensible au genre, une formation sur les systèmes de planification. Comment intégrer le genre dans les systèmes de planification de notre département. Cet élément met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.